Mais la différence avec les autres opérations qui ont lieu jusqu'à maintenant, c'est que la ville de Gaza City, c'est à peu près 1 million d'habitants. C'est la plus grande ville de la bande de Gaza. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été prise au niveau militaire. Il n'y a pas eu d'entrée en force dans cette ville. Il y a de très nombreux bâtiments, presque des gratte-ciel. Il y a une population importante, comme je vous l'ai dit. Mais il y a aussi une présence importante de terroristes, plusieurs milliers. On ne sait pas exactement les chiffres, peut-être 15 000, peut-être 20 000. Également des otages. Donc, dans cette opération, il y a en fait deux directions. Une direction humanitaire qui va être obligatoire parce qu'il est fondamental pour Israël et pour Tsahal de tout faire pour éviter que des civils soient impliqués dans les combats, ce qui est d'ailleurs encore une fois la volonté du Hamas. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Porte-parole de Tsahal pour les médias francophones. Je voudrais d'abord revenir sur la mort de ce soldat israélien samedi après-midi. Un soldat israélien, un officier israélien qui a été tué par l'explosion d'un engin d'une charge explosive qui a été placée pour tenter de détruire un immeuble. Est-ce que l'on a des informations sur les circonstances de cet accident? C'est un accident, n'est-ce pas? D'abord, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille de l'officier et évidemment dire que Israël paye un prix très lourd dans cette guerre contre le Hamas. Dans les premières investigations, il s'agit effectivement d'un accident ou d'un incident avec une explosion d'une charge explosive, encore une fois, qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais il y a une enquête et donc il faut attendre les résultats de l'enquête pour avoir plus de précision. Sur le principe, les téléspectateurs, les auditeurs peuvent se poser la question pourquoi finalement il y a tant, c'est-à-dire on n'utilise pas peut-être un peu plus l'armée de l'air pour détruire ce genre d'immeubles et la question que je vous pose, elle va nous projeter vers la conquête de la ville de Gaza. Il y a à Gaza même de nombreux immeubles, de nombreux étages. La question que l'on se pose, est-ce que finalement une opération militaire de l'armée de l'air israélienne n'est peut-être pas plus efficace pour détruire des immeubles qui risquent d'être piégés? Vous savez, dans la guerre antiterroriste, il y a, comme vous le savez, depuis le début de la guerre, un élément important de l'armée de l'air qui bombarde et qui détruit des installations terroristes du Hamas et du djihad islamique. Mais il y a aussi un besoin essentiel dans la guerre antiterroriste, en milieu urbain, d'utiliser les forces terrestres, l'infanterie et les forces spéciales pour mener à bien les opérations contre le Hamas. Et donc il n'y a pas de substitut à ce qu'on appelle à avoir des bots sur le terrain, des hommes sur le terrain pour détruire les terroristes qui se cachent, comme vous le savez, embusqués dans des endroits et qui utilisent des tunnels, utilisent des stratagèmes dans les différentes villes pour se préparer à la guerre, pour continuer la guerre. Donc l'armée de l'air est très importante, mais elle n'est pas suffisante pour mener à bien les opérations. Alors, je voudrais justement que on essaye de mieux comprendre ce qui va se passer ou ce qui doit se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines autour de la ville de Gaza. C'est irréversible. L'armée israélienne va vers une opération de conquête de cette ville de Gaza? Actuellement, comme vous le savez, nous sommes en train de recruter 60 000 nouveaux soldats réservistes et combattants qui s'ajoutent aux 60 000 déjà sur le terrain mobilisés. Donc une opération qui va à peu près être de au moins 120 000 hommes pour non pas conquérir, mais pour prendre le contrôle de la ville de Gaza City, qui est devenue la capitale du Hamas dans la bande de Gaza. Un Hamas qui s'est renforcé, qui s'est réorganisé dans cette ville depuis des mois et des mois, entre autres grâce à l'argent qu'il a volé de l'aide humanitaire. Il a recruté de nouveaux terroristes, il a renforcé des tunnels, et tout cela réunit fait que une décision a été prise au niveau du cabinet restreint de défense par le Premier ministre. Et donc, Tsahal se prépare à cette opération. Encore une fois, le feu vert est donné, comme toujours, par l'échelon politique.
Alors, on dit qu'il va y avoir une sorte de séparation entre les civils gazaouis et les terroristes. Les civils gazaouis vont être appelés à descendre vers le sud, c'est-à-dire à quitter la ville de Gaza, tandis que les terroristes devraient rester sur place. C'est-à-dire, c'est une pratique que l'on a déjà vue dans d'autres villes, à Khan Younes, à Rafia. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'enjeu de Gaza City? D'abord, cette guerre, depuis le départ, malgré la propagande du Hamas et de ses soutiens, est une guerre contre le Hamas et pas contre les Gazaouis. Et Tsahal fait tout, et vous le savez très bien par les annonces à l'avance, tout pour prévenir les populations civiles de quitter les lieux de combat, pour éviter qu'il y ait des civils impliqués dans les combats, ce qui est d'ailleurs la volonté du Hamas. Mais la différence avec les autres opérations qui ont lieu jusqu'à maintenant, c'est que la ville de Gaza City, c'est à peu près 1 million d'habitants. C'est la plus grande ville de la bande de Gaza. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas été prise au niveau militaire. Il n'y a pas eu d'entrée en force dans cette ville. Il y a de très nombreux bâtiments, presque des gratte-ciel. Il y a une population importante, comme je vous l'ai dit. Mais il y a aussi une présence importante de terroristes, plusieurs milliers. On ne sait pas exactement les chiffres, peut-être 15 000, peut-être 20 000. Et également des otages. Donc, dans cette opération, il y a en fait je dirais deux directions. Une direction humanitaire qui va être obligatoire parce qu'il est fondamental pour Israël et pour Tsahal de tout faire pour éviter que des civils soient impliqués dans les combats, ce qui est d'ailleurs encore une fois la volonté du Hamas, et une autre direction qui est la direction opérationnelle militaire stricto sensu pour aller débusquer les terroristes, les éliminer et prendre le contrôle en fait de la capitale du Hamas qui est Gaza City dans la bande de Gaza. Ce sont donc deux directions parallèles, une humanitaire, l'autre militaire, et qui font partie de la même stratégie contre le Hamas, qui encore une fois va tout faire pour empêcher les civils de partir, de quitter les lieux, les impliquer volontairement. Et pour nous, c'est fondamental de tout faire pour qu'ils ne soient pas impliqués. Donc il y a également une guerre contre le Hamas, mais également une guerre à l'intérieur pour permettre aux civils de quitter et qu'ils ne soient pas impliqués, qu'ils rejoignent des zones sécurisées dans le sud et le centre de la bande de Gaza, avec une coordination d'ONG et d'autres agences internationales qui ont déjà été prévenues par Tsahal, surtout dans le domaine évidemment médical. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le rapport de l'ONU qui a été rendu public ces derniers jours et commenté vendredi par les responsables de l'ONU qui affirment que, dans la bande de Gaza, il y a une situation de famine qui peut toucher plus de 500 000 personnes, civils palestiniens, qui seraient pris, je reprends les termes de l'ONU, au piège de la famine. Alors, je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre, vous l'expliquer sur les médias français en général et francophones. Je voudrais mieux comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire comment l'ONU parvient à une telle conclusion et sur quelles données elle se base. D'abord, l'ONU, c'est une très grande machine. Alors, on va parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Les agences onusiennes en charge de la récupération des quantités d'aide humanitaire de nourriture et de leur distribution, l'ONU ne fait pas son travail. Elle ne fait pas son travail, et parce qu'elle ne fait pas son travail, qui est le sien, c'est-à-dire s'occuper de l'aide humanitaire et de la distribuer, elle va accuser Israël, avec un doigt accusateur surtout de la part d'un responsable onusien, Tom Fletcher, qui est lui-même en charge du dossier humanitaire au sein de l'agence internationale. Et ce qui est étrange, c'est qu'en aucun cas, ils ne mentionnent le Hamas. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas le Hamas qui gêne ou qui vole l'aide humanitaire, c'est Israël qui empêcherait l'aide humanitaire de rentrer dans la bande de Gaza, ce qui est entièrement faux. Personnellement, et avec des équipes multiples de journalistes internationaux, je me suis rendu déjà plusieurs fois dans le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza du côté palestinien. Il y a là-bas des dizaines de milliers de tonnes d'aide humanitaire et de nourriture qui sont simplement là-bas, qui attendent d'être récupérées puis distribuées par l'ONU et par d'autres agences internationales.
qui ne font pas leur travail. Les raisons sont multiples. Je ne vais pas être ici celui qui donne l'explication pourquoi l'ONU ne fait pas ce qu'il doit faire, pardon. Mais ce qui est ici très triste, c'est que on a vu déjà dans le passé, dans cette guerre, une complicité de membres de l'UNRWA, qui est une agence de l'ONU, qui ont participé au massacre du 7 octobre 2023. Et malgré le fait qu'Israël a demandé des comptes à l'UNRWA et des enquêtes qui devaient être menées pour avoir des conclusions, l'UNRWA, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné de réponse au fait que des dizaines, peut-être des centaines de membres de l'UNRWA ont participé aux crimes abjects qui ont été commis par le Hamas, parce qu'il y avait aussi là-bas des complicités entre UNRWA, donc une agence onusienne, et le Hamas. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une critique acerbe basée sur un changement de variables pour arriver à ce que ces variables-là, sur le nombre de calories, sur le nombre de personnes, etc., conviennent ou correspondent à ce que le Hamas dit. Et l'ONU également fait totalement abstraction de l'aide humanitaire qui est distribuée par le Gaza Humanitarian Foundation, comme si cette organisation n'existait pas, puisque l'ONU refuse qu'il y ait un autre procédé en parallèle du sien dans la distribution de l'aide humanitaire. Et je vous rappelle que le Gaza Humanitarian Foundation, qui est une organisation américaine, qui est soutenue aussi par Israël évidemment, mais aussi par l'administration américaine au plus haut niveau, a distribué des millions, des dizaines de millions de repas déjà depuis qu'elle est mise en place. L'ONU en fait abstraction et l'ONU aujourd'hui dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle publie comme rapport, publie en fait un rapport qui n'est pas du tout la réalité. Nous voyons également, Daniel, depuis des semaines, une campagne bien huilée, bien orchestrée du Hamas avec des relais à l'intérieur de la bande de Gaza, des pseudo-journalistes qui travaillent pour des agences sérieuses, mais qui relaient des fake news ou des photos bidons, entre autres des enfants malades, des hommes malades de maladies qui n'ont rien à voir avec la malnutrition, mais qui sont vendus entre guillemets et relayés comme étant des situations de malnutrition. On est dans une situation de fake news, de photos bidons, avec une volonté du Hamas d'instaurer donc un narratif dans une campagne évidemment pour blâmer Israël. Mais encore une fois, les agences onusiennes et l'ONU qui est sur place ne mentionne en aucun cas, et j'ai écouté et j'ai lu le rapport, en tout cas la prise de position, la déclaration de M. Tom Fletcher, le mot Hamas n'existe pas, il n'est pas mentionné, comme si cette guerre se faisait contre des gens. Or, Israël est en guerre contre le Hamas, pas contre les Gazaouis. Mm-hmm. Et ça serait bien que des agences sérieuses, qui se disent sérieuses, à un moment donné, acceptent qu'elles commettent aussi, elles, des erreurs, ou ne soient pas capables de faire ce qu'elles doivent faire, et pour s'en sortir, accusent Israël d'être le responsable. C'est une aberration. Je crois que ça a également été dit par le Premier ministre et par le bureau du Premier ministre. L'ONU, ici, depuis déjà pas mal de temps, critique Israël sans vouloir vraiment montrer et dire la vérité. Alors, je voudrais revenir sur un point que vous avez mentionné. Vous avez dit que Tsahal avait invité des journalistes étrangers à venir sur le poste de Keren Shalom pour voir sur place les quantités d'aide humanitaire qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas acheminées vers la population gazaoui. Vous avez des retours de ces journalistes? Est-ce que, par exemple, lorsque ces journalistes arrivent et qu'ils ils constatent la réalité sur le terrain, est-ce que après dans leur reportage ils modifient leur approche ou malgré tout ça reste hostile à Israël? Je veux dire, nous sommes une démocratie. Israël est une démocratie en guerre, mais une démocratie d'abord et avant tout. Et nous montrons, nous expliquons, nous parlons. Je le fais aussi avec vous, avec d'autres. Ensuite, les journalistes font leur travail. Nous n'allons pas rentrer dans ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, mais ils ont effectivement montré, les images ont été montrées, ont été expliquées. Je pense au journal du dimanche, je pense à
à France 2, je pense à LCI, qui ont été présents sur place. Je parle de médias francophones, mais beaucoup d'autres, internationaux. Après, vous savez, il y a ici une guerre informationnelle entre Israël, qui explique, qui montre, qui veut montrer ce que nous pensons être important, et puis l'intox, la propagande de l'autre côté. Il y a, il faut le dire, il y a aujourd'hui une propagande extrêmement acerbe, organisée contre Israël. Nous voyons des positions parfois ridicules, avec des affirmations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je vous parlais de ces photos de gens malades, terribles, où une femme prend la parole et montre son enfant de dos alors que son enfant est malade d'une maladie gravissime et explique qu'il est victime de la malnutrition, ce qui est évidemment une infamie. Beaucoup d'ailleurs, je pense, de gens le savent, mais ça rentre dans une espèce de campagne aujourd'hui qui se veut anti-israélienne. C'est de bon ton aujourd'hui d'être anti-israélien. Et nous sommes face à cela aussi. Ça veut Une dire guerre que contre le Hamas, mais ça veut, aussi une guerre contre des a priori contre Israël. ça veut dire que c'est peine perdue, Olivier. La campagne, la bataille de l'information, on peut rien faire contre la mauvaise volonté? Non, je ne pense pas. Vous savez, ça fait des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années que le peuple juif et l'État juif aujourd'hui ont fait face et font face à des vagues antisémites. Aujourd'hui, on dit antisionistes, mais tout cela se rejoint dans une volonté à chaque fois de décrédibiliser, pardon, de délégitimiser ce que nous faisons, ce que nous disons. Mais nous devons tenir bon parce que d'abord, nous sommes dans une guerre juste, parce que nous savons exactement ce que nous faisons, parce que les Palestiniens eux-mêmes de Gaza savent très bien la vérité. Et lorsque le Hamas sera éliminé et détruit, parce qu'il sera éliminé et détruit en fin de compte, et que les otages seront libérés, eh bien, les bouches parleront. Je parle des bouches des Gazaouis, qui aujourd'hui déjà veulent s'exprimer, mais ne peuvent pas parce qu'ils ont peur. Mais la vérité sortira, ça prendra du temps, un certain temps. Mais tout ce fake news, tout ce que j'appelle moi cette intox quotidienne, pas par tous, hein, mais par beaucoup, se révélera être de l'info bidon, et Israël sortira de cette guerre compliquée, mais plus fort que jamais. Et vous savez, regardez un instant ce qui se passe dans le Moyen-Orient. La critique est extrêmement acerbe contre Israël en Occident, elle l'est beaucoup moins dans les pays arabes autour de nous. Pourtant, ils sont proches, ils connaissent, ils voient ce qui se passe. Mais par exemple, l'Égypte et la Jordanie, les deux pays importants qui ont signé avec Israël des traités de paix, qui sont des pays arabes et des pays musulmans, eh bien, ont placé les frères musulmans hors la loi. Et je rappelle que le Hamas est, comment dire, La réincarnation, on dit. non pas, mais pardon, la continuation, Ouais. l'expression des frères musulmans chez les Palestiniens. Et le danger du Hamas, le fait que le Hamas soit un groupe terroriste, mais également un groupe subversif qui met en danger les régimes voisins comme le régime égyptien ou le régime jordanien, prouve leur dangerosité. Et donc eux comprennent que cette guerre est une guerre compliquée, complexe. Et d'ailleurs, les largages de nourriture continuent en coordination avec l'armée de l'air israélienne. Je parle du côté jordanien ou du côté émirati ou du côté marocain ou du côté, je crois aussi, égyptien. Et ces pays-là comprennent qu'ils vont être dans une guerre compliquée. Mais une guerre compliquée ne veut pas dire que, parce qu'elle est compliquée, on va ajouter, n'est-ce pas, de la complexité en donnant des fausses informations et des informations qui sont fake. Vouloir montrer à tout prix des enfants malades et les faire passer pour des enfants atteints de la famine, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de famine. Et donc on veut à tout prix vendre un narratif qui est un narratif bidon. Nous y faisons face. C'est une guerre compliquée. J'en fais partie, vous le savez, Daniel, depuis longtemps, avec évidemment d'autres équipes et d'autres personnes comme moi. Je suis pas tout seul dans cette guerre informationnelle, à l'étranger également, si c'est l'ambassade d'Israël à Paris ou des relais israéliens et dans le monde entier. Mais ça reste une guerre compliquée parce que les mots
Les mots ont un poids, les mots sont très dangereux et on voit également, si vous me permettez, l'expression de ces campagnes anti-israéliennes dans un antisémitisme qui se révèle de plus en plus grave dans des pays qui sont abreuvés de cette touchés par ces campagnes de fake news contre Israël. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir été aussi complet, précis sur cette situation donc dans la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel.